Nous allons maintenant aborder l'étape des panels et je vais appeler la première modératrice, Méliane Cuny, pendant que l'équipe d'organisation prend toutes les dispositions pour que tous les panélistes soient sur l'estrade et que nous procédons aux échanges de connaissances. Ce premier panel va porter sur Vive le numérique et protéger demain. Vous êtes Méliane? D'accord. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Bonne chance. Et à tout à l'heure. Celui que j'appelle affectueusement le maître de la parole. Merci. Nous parlons de digital, mesdames et messieurs. Nous parlons de technologie. Nous sommes bien à Africa Web Festival. Et nous avons un panel qui a pour thème « Vive le digital et protéger demain ». Pour ce faire, je veux inviter ici nos différents panélistes. Je vais commencer par M. Habib Bomba, qui est directeur de la transformation digitale et des médias, directeur de la Fondation Orange. M. Mohamed Touré, directeur général de Scorus, sous vos ovations s'il vous plaît. M. Jacques Bill, de Africa Lab, sous vos ovations s'il vous plaît. Et M. Maxence Iriti, directeur de projet à AS Consulting. Bon, c'est un panel composé uniquement d'hommes. Je suis la seule femme, je vais essayer. Merci d'avoir accepté de participer à ce tout premier panel. Et ensemble, nous allons parler de vivre le digital et protéger demain. J'aimerais que chacun puisse définir ce thème, comment est-ce qu'il l'entend, comment est-ce qu'il le conçoit, pour toutes ces personnes qui sont dans cette salle. Qui se jette à l'eau? Mohamed? Bonjour à tous. Donc, je suis Mohamed Touré, comme l'a dit Kenny, je suis directeur général de Scorus West Africa, donc un cabinet spécialisé en transformation digitale. Avant de répondre à la question, je tiens d'abord à remercier l'organisatrice et les organisateurs de ce bel événement. Je pense qu'on peut les féliciter et les applaudir. Alors, pour répondre à la question et pour y répondre, déjà, de prime abord, deux chiffres importants. Aujourd'hui, l'économie numérique pour la Côte d'Ivoire, c'est 3% du PIB, donc environ 5,5 milliards de dollars. En 2030, on prévoit que ce chiffre soit environ égal à 10%, donc environ 10 milliards de dollars. Donc, ça laisse bien le potentiel. Et le digital est en train de croître de façon exponentielle dans nos environnements et surtout sur le continent. Alors, ça offre plusieurs opportunités, que ce soit au sein des États, on l'a dit tout à l'heure, qui se dotent de plus en plus de stratégies nationales de développement du numérique, mais aussi au sein d'organisations. Et ces opportunités qui sont offertes par le digital aujourd'hui nous laissent aussi penser que, naturellement, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que ces opportunités ont aussi quelque part des problématiques qu'il faut adresser et quand on parle de ces problématiques-là, on parle de cybersécurité. Donc moi, pour répondre à la question de façon synthétique, je dirais que c'est un ensemble d'opportunités qui nous sont offertes aujourd'hui. Comme le disait tout à l'heure, si c'est un coup. Après, il faut faire attention à comment
qu'on utilise ces technologies-là et quelle est cette opportunité-là D'accord. pour justement préparer le demain, comme vous dites tout à l'heure, comme vous disiez tout à l'heure. Merci. Avis? Rebonjour à tous. Je ne sais pas si le micro marche bien. Pour moi, quand on parle de vivre le digital, pour moi, c'est tirer pleinement profit des opportunités que nous offre le digital. Je pense qu'on le vit déjà pleinement dans nos usages de tous les jours. Mais maintenant, c'est tout ce qu'il faut mettre en œuvre, que ce soit le secteur public, le secteur privé, etc., pour que finalement nos populations puissent tirer pleinement profit. Monsieur Touré disait tout à l'heure, parlait de chiffres tout à l'heure. Il y a un chiffre que j'aime bien qui est celui de la Banque mondiale qui dit que chaque fois qu'on a 10% de pénétration en Internet en plus, on prend un point sur le PIB. Cette stat, je l'aime bien parce qu'elle montre l'impact direct entre finalement numérique et développement social. Parce qu'on a beaucoup de besoins. On doit améliorer le secteur de la santé, de l'éducation, de la culture. En fait, tous nos secteurs, on a des besoins, on veut évoluer, on veut se développer. Et finalement, pour moi, le numérique, c'est cet élément transverse qui permet de tout impacter. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui, à elles seules, peuvent impacter le secteur de l'agriculture, du tourisme, de l'infrastructure, etc. Et donc, il faut vraiment qu'on se donne tous les moyens de tirer pleinement profit de ce numérique-là. Mais vivre le numérique, c'est aussi le vivre, comme je disais, de manière responsable. Vivre de manière responsable en tirant profit, mais en mitigeant les risques. En termes de respect de propriété intellectuelle, de respect de droit, en termes de sécurité, tout ce qu'il faut faire pour finalement éviter les abus et tirer profit, pas que ce soit qu'un outil de divertissement, qu'un outil de clash et de ce qu'il y a de néfaste, mais qu'on puisse tirer profit de ce qu'il y a de meilleur et derrière préparer demain. Parce qu'on se dit, et je le disais tout à l'heure, on se dit qu'on a raté des révolutions industrielles, on a manqué certaines choses. Aujourd'hui, on a une révolution, cette 4e révolution qui s'appuie sur quelque chose où on est tous au même pied d'égalité. Mais être au même pied d'égalité, ça veut dire que nos jeunes sont suffisamment formés pour en tirer pleinement profit. C'est qu'on a créé un écosystème réglementaire qui permet d'en tirer profit, etc. Donc préparer demain, c'est mettre ces bases-là en termes de formation des jeunes, en termes d'infrastructure, en termes d'écosystème, qui vont permettre vraiment d'en tirer pleinement profit. Voilà. Merci Aviv. Jacques? Bonjour. Dans ma jeunesse, j'ai été poste diplomatique à l'ambassade de France en Chine, à Pékin. Et en Chine, en chinois, il y a le mot risque, l'idéogramme qui représente le mot risque, veut dire en fait deux choses. Il veut dire risque et il veut dire aussi opportunité. Et c'est assez intéressant de penser que les Chinois, dans les temps immémoriaux de leur création calligraphique, ont mélangé l'idée de risque et d'opportunité. Et c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui dans les affaires digitales, numériques. C'est à la fois un risque et une opportunité. Alors je vais essayer, au fur et à mesure de ma contribution à ce panel, les deux aspects, de développer les deux aspects auxquels j'ai pu participer. L'aspect risque, il se trouve qu'en France, encore dans une période récente, j'étais membre de la haute autorité chargée de la surveillance justement des affaires Internet. Ça s'appelle et Hadopi, cette haute autorité, notre tâche, j'étais l'un des magistrats en charge de cette autorité, et notre tâche était de faire en sorte d'essayer de limiter la casse, si je puis dire, du piratage Internet et de la défense de la création artistique, la défense des droits de propriété intellectuelle, puisque en fait, l'idée c'est que Internet c'est formidable, c'est gratuit, c'est libre, on échange et on télécharge et en fait on paye pas. On paye pas le film, on paye pas le disque, on paye rien. Sans penser que c'est évident, c'est toujours sympa d'avoir un disque gratuitement, de voir un film gratuitement, mais à la fin des fins, si tout le monde fait ça, il n'y a plus de quoi financer le prochain film ou le prochain disque ou la prochaine musique. Et donc notre tâche, c'était un côté un peu gendarmesque, c'est toujours un peu la tâche des hautes autorités qui surveillent ce type d'activité, mais on avait cette tâche de protection des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle. Mais bon, ça c'est pour la partie. On va en parler tout à l'heure. Je pense que le mot de responsabilité va revenir tout à l'heure. Le mot de autodiscipline, autorégulation, qui est quand même un mot magique. Et puis, moi, le meilleur élément de l'opportunité qu'il faut saisir, c'est la formation.
Alors tout à l'heure, mon collègue et ami de Orange parlait des centres de Orange dans le domaine du numérique. L'une des grandes idées qu'on va essayer de développer ici avec Madame c'est de pérenniser l'esprit de l'Africa Web Festival en essayant de mettre sur place un centre de formation et d'expertise qui sera complémentaire à ce qui existe déjà et qui essaiera de pérenniser en termes de formation les compétences dans le domaine du numérique. Je ne sais pas si les compétences numériques seront équivalentes. Je pense qu'à la technique, on essaie de revoir le micro. Oui. Est-ce qu'on peut revoir le... Voilà. Bon, j'ai fini pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Maxence? Ok, bonjour Méliane, bonjour tout le monde. Toutes les autorités à vos rangs respectifs grades. Rangs, grades et qualités. Rangs, grades et qualités respectifs. Ok, là nous allons nous atteler à l'exercice de définition. La définition du digital et ce que ça implique pour demain. Déjà, il faudrait aller depuis le départ. Quand on dit digital, on fait allusion à quoi? Le digital, c'est tout ce qui fait référence au doigt. Et le doigt, c'est le toucher. C'est le toucher. Et donc, quand on parle de vivre le digital, c'est utiliser de plus en plus les différents outils accessibles facilement avec le doigt pour pouvoir faire les actions de tous les jours. C'est ça le digital. Ainsi, nous allons petit à petit vers l'utilisation de smartphones, d'ordinateurs portables et tous les différents outils associés. Mais tout ça, cet état de fait implique que de plus en plus, il y a de plus en plus de collecte de données qui deviennent systématiques et à grande échelle. Parce que utiliser facilement un téléphone portable pour faire quelque chose, on peut facilement donner sa photo, donner son numéro de téléphone, ça devient systématique. Donc cette collecte de données à grande échelle, va petit à petit créer ce qu'on appelle une sorte de banque de données. Et nous sommes dans un environnement où on sait que la donnée c'est le savoir. Et le savoir, ça devient pouvoir assez facilement. Donc nous sommes dans une transition où il faudrait que nous puissions avoir pleinement conscience de ce que nous donnons comme information, comme données, savoir que c'est un pouvoir et les autorités ont l'obligation, la responsabilité, j'allais dire, d'encadrer cela parce qu'un pouvoir non encadré, ça va vers la déperdition. Donc voici ce que nous inspire le thème. Merci. Et justement, vous avez touché un pan, on parle de données à caractère personnel. Selon vous, est-ce que la notion de données à caractère personnel est bien perçue sous nos tropiques et quelles sont les actions qui sont menées dans ce sens? D'accord, c'est une question qui tombe à point nommé parce que c'est vraiment cela notre métier, accompagner les entreprises pour la mise en conformité relativement à la loi sur les données à caractère personnel. Nous sommes AS Consulting, cabinet agréé par la RTCI en ce sens, et nous avons eu plein de missions dans ce cadre avec les banques, les assurances, les télécoms également et tout. Donc nous avons une bonne vue de cela effectivement. Mais aujourd'hui, la donnée à caractère personnel commence à être perçue. On dit commence à être perçue, mais n'empêche qu'ici en Côte d'Ivoire, depuis 2013, il y a une loi qui a déjà été prise, qui a déjà été promulguée pour pouvoir définir ce que c'est que la donnée à caractère personnel et aussi encadrer son utilisation. La loi existe. Depuis quelques années, depuis le lancement de cette loi, à peu près pendant 10 ans, l'autorité en Côte d'Ivoire qui doit suivre cette loi, c'est la RTCI. Elle a procédé à de la sensibilisation, essayer d'expliquer ce que c'est, amener les différentes entreprises à aller vers cela. Mais aujourd'hui, on constate que tout le monde n'a pas l'information malheureusement. La répétition étant pédagogique, les différents éléments se suivent. Mais comme ça fait quand même 10 ans, ça fait déjà 10 ans que l'autorité est allée de sensibilisation en sensibilisation, l'autorité a commencé aujourd'hui à faire du contrôle. Donc il y a des structures qui ont déjà été contrôlées pour pouvoir voir comment est-ce que les données à caractère personnel sont gérées chez elles. Les audits sont maintenant terminés, donc bientôt nous pourrons voir des conclusions qui pourront être publiques ou privées, ça dépendra de l'autorité. Donc voici. Mais il y a aussi un point très important que nos dirigeants ont fait avec l'autorité qui est créer un cadre permanent d'échange entre l'autorité et tous les différents acteurs du processus.
On sait que c'est nouveau, les gens ne sont pas vraiment informés. Donc, notre pays se donne les moyens de pouvoir petit à petit intégrer cela en impliquant toutes les couches et tous les acteurs pour pouvoir être le plus efficace possible dans le domaine. Merci. Merci infiniment. Et je vais me tourner vers pour demander justement au niveau d'Orange, comment est-ce qu'on arrive à sensibiliser ou à former? Quelles sont les stratégies qu'on a à votre niveau pour permettre aux jeunes non seulement de se rapprocher du digital, mais aussi de se protéger et de protéger demain? D'accord, merci pour la question. Je pense que j'ai dit un peu dans mon introduction, on a vraiment deux programmes clés. Donc on a un programme autour de la formation qui s'oriente donc autour de l'écosystème qu'on a créé autour des Orange Digital Center. Et on a un programme donc autour de la sensibilisation au risque du numérique, autour de notre campagne de sensibilisation Bien vivre le digital. Donc si je viens déjà sur le premier volet qui est celui de la formation, on a pris un engagement en tout cas qui était celui de former d'ici fin 2022 20 000 jeunes au métier du numérique sur le continent à travers des Orange Digital Center, à raison donc d'une dizaine d'Orange Digital Center sur le continent. Donc aujourd'hui on a pu atteindre ce nombre de 17. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif c'était 2000 jeunes formés à fin 2022, qui est celui qu'on a pris avec nos partenaires, notamment la coopération allemande. Donc un objectif qui a été atteint il y a maintenant 3 semaines. Donc on a déjà, je pense qu'on doit être à 2200 personnes formées sur des programmes directs. J'ai donné l'exemple d'Afro VFX tout à l'heure. Nous avons la Orange Digital Academy, qui est une école qui forme au métier du numérique autour de formations pratiques sur des programmes de 6 mois. On a Digital au Féminin Tour, avec Marie-Lucienne Quessan qu'on accompagne, qui forme uniquement des jeunes filles au métier du digital, donc 50 par cohorte dans différentes villes du pays. On a les Fab Labs solidaires, donc le nôtre en propre, on accompagne également l'AgriLab à Denanément, le Babilab à Bobo, etc., qui sont des programmes de formation, tout ce qui est prototypage, utilisation des machines et des laboratoires. Donc nous avons toute une série de programmes en propre, mais également, là on veut aller plus loin parce que pour nous le numérique c'est ouvert. On ne peut pas rester sur un écosystème ouvert, donc on accompagne toute une série de programmes. On forme par exemple à la data avec l'INPHB, avec la chaire qui a été lancée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny pour former des jeunes Ivoiriens au métier de la data. Donc on a toute une série de formations de ce type, l'école de la fibre, etc., pour former au métier du numérique toute une génération, surtout sur des nouveaux métiers et des formations pratiques, avec un objectif d'employabilité derrière. Sur les 2000, on s'est fixé 500 emplois directs à identifier. Je donnais l'exemple d'Afro VFX, où on a identifié directement des entreprises pour prendre tous les jeunes en stage. On a lancé un programme d'insertion professionnelle avec le cabinet Afrique Search qu'on a retenu après appel à projet pour s'assurer que tous ces jeunes qu'on forme soient insérés au niveau de l'emploi. Après ça, c'est, comme je dis, c'est une petite contribution. C'est notre contribution directe d'Orange. Pour vous donner un exemple, la première cohorte d'Orange Digital Academy, on avait 30 places. On a eu 6500 candidatures. Moi, c'est quelque chose qui me marque parce que ça a montré finalement l'attrait de nos jeunes pour ces formations-là. Quand vous dites, waouh, j'ai 30 places, il y a 6000 et quelques jeunes intéressés par faire ça. Donc aujourd'hui, on est content, on en a 2000 formés, mais si on en avait 6000, pour vous imaginer le besoin, et c'est pour ça qu'on encourage tous les autres acteurs, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, d'aller sur ce type d'initiative, parce que le besoin, il est grand. On a des millions de jeunes, l'Afrique est le continent le plus jeune, et on a un nombre de métiers incalculables qui arrivent sur ces métiers du numérique. Donc nous, on a des initiatives en propre, on accompagne les initiatives. Et maintenant, pour venir au deuxième volet de la question, on va être plus long parce qu'il y avait aussi le volet bien vivre le numérique. Nous, c'est vraiment, on est allé d'abord sur de la sensibilisation 360. D'abord sur le digital, on parle du digital, nos jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux, donc c'est des campagnes digitales pour communiquer sur les bienfaits et l'usage responsable du numérique, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais on allait également sur des réseaux physiques, des campagnes d'affichage, etc. pour communiquer sur bien vivre le digital. Le digital, c'est bien, et voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faudrait éviter, voilà les comportements qu'il faudrait avoir. Parce que pour nous, il y a un vrai sujet de mentalité et d'éducation. Il faut éduquer sur ces usages du numérique-là, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers justement toutes ces actions de sensibilisation dans Bien vivre le digital. Merci Habib. Mohamed, je vais venir vers vous et aborder justement ce qui est fait dans l'écosystème ivoirien en matière de digital et de protection pour demain. Et de protection pour ? Et protéger demain justement via le digital. Ok. Alors,
peut-être deux points importants, mais avant de répondre, j'aimerais quand même revenir sur la question liée aux données à caractère personnel. Un chiffre, moi, qui m'a marqué ces derniers temps, c'est que on parle de données à caractère personnel, on parle de stockage de données. Il faut savoir qu'en Afrique, aujourd'hui, on a 1,3% des data centers qui sont sur le continent. Donc, sur tout le continent africain, on a 80 data centers. Et sur ces 80 data centers, il y en a 40 qui sont en Afrique du Sud, et les 40 autres sont en Afrique de l'Est, Afrique du Nord et Afrique centrale. Donc, la probabilité que vos données ne soient pas en Côte d'Ivoire est très forte. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, qu'il faut qu'on adresse. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça coûte cher de construire un data center. Des opérateurs comme Orange en ont construit, mais on ne peut pas parler de souveraineté numérique si aujourd'hui on n'est même pas capable de stocker et de collecter nos données. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, c'est naturellement les textes de loi. On a vu dans des pays en Europe, par exemple, où on a le RGPD et on a eu pas mal d'évolutions qui ont été faites. La loi au niveau de la Côte d'Ivoire doit être revue. Ça fait quasiment 10 ans qu'elle existe. Je pense qu'il est important aussi qu'elle soit un peu rafraîchie. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point important pour moi, je pense que mes copanélistes l'ont dit, la sensibilisation, la formation est très importante. Aujourd'hui, on laisse nos traces numériques dans le web, mais on ne sait pas ce qui en est fait derrière. Donc, très important de savoir, quand on renseigne des informations sur Internet, à quelle fin sont destinées ces informations-là. Donc ça, c'est les trois points sur lesquels je voulais revenir avant de répondre à la question. Alors, sur ce qui est fait concrètement dans l'écosystème, deux points importants. Au niveau des États, récemment, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale de développement du numérique, donc c'était en fin d'année dernière, donc qui adresse pas mal de piliers dans tout ce qui tourne autour de l'inclusion numérique, des sujets comme les services financiers numériques, l'administration numérique. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans la sous-région, on a pas mal d'États qui se dotent de stratégies numériques. Et ces stratégies numériques, naturellement, elles vont avec des projets, elles vont avec des programmes pour justement accompagner les populations sur la formation, sur l'utilisation de ces nouvelles technologies-là. Parce que derrière, comme vous le dites, c'est important de savoir comment les utiliser, mais aussi de bien préparer le demain. Au niveau des organisations, nous, on accompagne pas mal d'organisations à définir leur plan de stratégie numérique. Ce qui est fait, c'est que déjà en interne, il y a un gros travail qui est fait sur la culture et la culturation des collaborateurs sur le digital. Aujourd'hui, je pense que la plupart des personnes dans la salle, pour commander à manger, pour se déplacer, utilisent des applications mobiles, que je ne citerai pas ici. Mais ça montre bien qu'il y a un usage qui est fait, il y a une adaptation qui est faite au niveau des populations. Et même quand on va dans certains villages reculés, pour des personnes qui ne savent pas lire et écrire, elles savent utiliser WhatsApp, elles savent envoyer des messages, elles savent composer des codes USSD. Donc ça prouve bien que la pénétration de l'utilisation est là. Mais est-ce que toutes ces personnes-là sont sensibilisées aux risques derrière? Je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Et il y a de nombreuses initiatives. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter Orange qui travaille sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il sera intéressant qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives dans ce sens-là, parce qu'il faut accompagner aussi les populations. Elles ont des applications, elles ont des terminaux mobiles, mais derrière, est-ce qu'on s'assure que c'est bien compris? Est-ce qu'on accompagne tous ces jeunes-là? Et est-ce que ce n'est pas juste un côté de l'iceberg où on va utiliser de façon détournée ces réseaux-là et ne pas savoir derrière quels sont les risques qu'on encourt si on utilise mal ces réseaux-là? Donc il y a des choses qui sont faites. Je pense que pour terminer, ce qu'on a constaté aussi, c'est que la Covid-19 a accéléré la transformation digitale. Une étude du Huawei disait qu'on a gagné 7 ans grâce à la Covid. Parce que les organisations, les États ont été obligés d'investir, de mettre en place des solutions pour pouvoir répondre au télétravail, au couvre-feu qui ont été mis dans la plupart des États et permettre aux populations ou aux collaborateurs de travailler depuis chez eux. Donc on a dû investir là-dessus, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on continue à investir dans la sensibilisation et naturellement dans tout ce qui est infra et applications autour du digital. Merci Mohamed. Et je vais demander à Jacques justement de partager avec nous cette innovation avec AfriClab. Juste avant, je voudrais revenir et renforcer l'idée de l'importance absolument cruciale qu'il y a dans la protection des données. Les données, c'est une découverte qu'on a tous fait.
Jacques essaie de changer Je parle la plus près parce position. que Voilà. déjà que j'entends rien. Voilà, c'est bon maintenant. Les données, c'est à la fois magique, c'est le carburant de l'économie numérique, mais c'est aussi le poison possible. Et donc, on a tous découvert les données, on appelait ça les data pour faire américain, pour faire chic, mais ce sont tout bêtement des données. Et ces données numériques, ça nourrit tout. Ça nourrit tous les travaux d'insight, ça nourrit tous les travaux de ciblage, ça nourrit tous les travaux de programmatique, ça nourrit tous les travaux de mesure d'efficacité. Donc c'est absolument magique. Moi j'appartiens à une génération où on faisait de la publicité le dimanche à 20h30 sur le film de TF1, et puis on tapait dans le tas, et on espérait là-dedans qu'il y aurait quand même quelques dames qui iraient acheter la lessive dont on avait fait la publicité. Et puis voilà, c'était ça l'idée. Aujourd'hui, évidemment, on a des stratégies complètement différentes. Alors simplement, c'est magique, mais c'est dangereux. Donc c'est à la fois un carburant idéal, mais c'est aussi un poison si on n'y prend pas garde, et ça a été bien évoqué jusqu'à présent. Quant à Africa Lab, c'est une initiative complémentaire à ce qui existe déjà, parce que évidemment, c'est pas nous qui avons inventé, c'est pas Mariam Sidiawara et moi qui avons inventé l'idée qu'il y avait un besoin de formation. Simplement, si on peut apporter une pierre à l'édifice général de la formation au numérique dans ce pays, et profitant de l'esprit qui règne autour de l'Africa Web Festival, il nous est venu l'idée de développer un système, ou de proposer un système dans lequel on pourrait accueillir gratuitement, sans diplôme, mais quand même des jeunes déjà à la fois motivés et qui seraient sélectionnés, et de façon complètement ouverte, un petit peu dans l'esprit de ce qui se fait dans l'école 42, dont vous avez sans doute les uns et les autres déjà entendu parler. J'ai des contacts assez étroits avec l'école 42 et grosso modo, leur esprit est celui sur lequel on voudrait travailler ici, c'est-à-dire apporter une pierre à l'édifice général de la construction de talents pour le pays, talent pour les entreprises du pays et talent pour l'exportation du pays, c'est-à-dire en fait les gens qu'on pourrait contribuer à former ici, ils peuvent aussi servir à l'étranger et donc servir au rayonnement de ce pays. Donc c'est ça l'idée générale. On en reparlera et je pense que ce sera une entreprise de collaboration et de coopération entre nous tous, parce que c'est en fait un objectif d'intérêt commun. Merci Jacques. Et j'aimerais revenir sur les métiers du futur, parce qu'on parle de vivre le digital et protéger demain, mais en même temps le digital aujourd'hui nous permet d'avoir de nouveaux métiers. On a dans la salle des jeunes, des étudiants, qui auraient bien aimé justement que vous partagiez avec eux votre perception de demain en partageant les métiers du futur. Mohamed, on va commencer par Mohamed, mais ça sera un tour de table, donc vous allez tous partager ça. Je pense que la question est très intéressante. Moi, j'aime bien les chiffres, donc je donnerai un chiffre tout simplement. Aujourd'hui, on estime que 50% des métiers de 2030 n'existent pas. Donc ça veut dire que quand on parle de digital, quand on parle de cybersécurité, tout à l'heure on parlait de données à caractère personnel, tous ces métiers vont justement, tous ces secteurs vont créer de nouveaux métiers et tous les secteurs d'activité vont être impactés. Que ce soit le juriste, que ce soit le comptable, que ce soit le marketeur, que ce soit le commercial, le digital va avoir un impact considérable sur les différents métiers. Et avoir une compétence digitale, ce ne sera plus quelque chose d'exotique, mais ce sera quelque chose d'obligatoire dans les CV. Donc quand on parle de nouveaux métiers, tout à l'heure Habib a parlé de data scientist, c'est un des nouveaux métiers. On peut parler de gros hackers, on peut parler de content management, on peut parler de community management qui existe depuis quelques années, mais il va y avoir encore de nombreux métiers. Quand on prend par exemple l'intelligence artificielle, rien qu'autour de l'intelligence artificielle, il va y avoir de nouveaux métiers qui vont se développer. Parce que cette technologie-là, aujourd'hui, elle s'applique quasiment à tous les usages. Donc moi, j'incite fortement les jeunes à s'investir dans le digital, sachant qu'aujourd'hui, dernier chiffre, et après j'arrêterai avec mes chiffres, en Afrique, globalement, on forme 60 000 ingénieurs, selon l'UNESCO, tous les ans. Cette étude de l'UNESCO a démontré aussi que pour pouvoir résorber ce déficit d'ingénieurs, il faudrait qu'on forme pendant 4 ans successivement 300 000 ingénieurs sur le continent.
quand on a des pays comme la France où on forme tous les ans en moyenne 40 000 ingénieurs et on trouve que ce n'est pas suffisant. Donc il y a un travail très important à faire sur ces filières-là. Il y a un travail très important à faire. Tout à l'heure, on parlait des femmes aussi. Donc aujourd'hui, c'est des métiers qui n'attirent pas beaucoup les femmes. Donc il faudra aussi qu'on ait beaucoup plus de femmes dans ces métiers-là, qu'on ait beaucoup plus de jeunes qui s'investissent dans ces métiers-là, sachant que aujourd'hui, le savoir, il est sur Internet. Avec une connexion Internet, on peut accéder à du contenu, on peut s'auto-former, on peut commencer à chercher l'information et derrière, se parfaire avec des formations qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je dirais au niveau des nouveaux métiers. J'espère que je n'ai pas été trop lent. Habib, vas-y. Ok. J'aime bien Mohamed parce qu'il souffre du même problème que moi. On passe trop de temps dans des cabinets de conseil à faire des études, donc on passe trop de temps à parler de chiffres. Donc je vais éviter de parler de chiffres. Il parlait de la majorité des métiers de 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas forcément envie de parler de nouveaux métiers ou de futurs métiers, parce que ces métiers peut-être qui concernent certains de ces jeunes-là n'existent pas, mais peut-être de compétences à avoir, parce que finalement, quand on parle de digital, il y a quelques années, par exemple, on allait parler de web, commencer à parler de cloud, etc., et se former sur des métiers autour. Ensuite, on a commencé à parler de data, et ça a créé des data scientists, etc. Aujourd'hui, autour de l'intelligence artificielle, il y a du machine learning, il y a des nouveaux métiers qui arrivent, il y a de nouveaux métiers qui arrivent autour de la blockchain, autour de l'Internet des objets. Et toutes ces compétences-là, en fait, c'est des compétences concrètes qu'il faut aller obtenir. Pourquoi nous, on a lancé l'Orange Digital Academy? Parce qu'il y a des formations, entre guillemets, au numérique qui vont former peut-être à l'informatique, avec la technologie, etc. Mais les jeunes n'avaient pas l'option de manière pratique d'aller développer une blockchain. Dans une blockchain publique ou privée, ils n'avaient pas l'option de dire je vais digitaliser le musée des civilisations et on va aller faire le logiciel de machine learning. Donc donner l'opportunité aux jeunes d'être vraiment sur cette nouvelle technologie-là et d'être en avance. Maintenant, c'est de dire ok, on va être dans le métaverse, donc il y aura toute une série de métiers qui vont venir autour du métaverse. Donc ça constitue quoi un métaverse? Quels sont les types de compétences qui arrivent avec ça? Et c'est sur ça en fait qu'on veut former les jeunes, parce qu'après le reste ça s'applique à tout. J'aime insister sur le fait que le digital c'est pas que technique. Tout le monde vient, on se dit oui, l'école du code, il faut que je sache coder, développer. C'est bien de savoir coder, mais il y a énormément de nouvelles compétences qui vont arriver dans le numérique, par rapport au business du numérique, par rapport au e-commerce, par rapport aux ventes, par rapport à données personnelles. Moi j'ai fait ça date de 20 ans maintenant, mais j'ai fait un diplôme en e-commerce. Et l'une des choses qui m'avait impressionné, c'est que à l'époque, à HEC Montréal, justement, il y avait un programme pour tout ce qui était droit du commerce électronique, avec des vrais juristes, etc., qui venaient apprendre ça. Il y avait le volet business, comme business intelligence, etc. Et il y avait le volet également technique, plutôt de développement. On réalisait déjà à quel point c'était vaste. Aujourd'hui, c'est encore plus vaste avec le volet de communication. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils veulent faire, ils peuvent le faire avec le numérique. Il faut aller chercher les bonnes compétences. Merci Habib. Maxence? Mais avant, je vais répondre un peu à Mohamed et lui dire qu'il y a assez de femmes dans le digital. Voilà. C'est juste qu'elles n'ont peut-être pas très connu. Moi, j'en recrute en ce moment. Si vous avez des CV, d'accord, envoyez-les-moi. Je t'envoie les CV. Puisque même moi, de base, en fait, je suis informaticienne. Ça étonne beaucoup, on pense que je fais de la com. Mais à la base, j'ai une formation de programmation. Je fais informatique de gestion. Si je peux me permettre quand même, parce que c'est un sujet qui revient souvent. Nous, je parlais de 2000 personnes formées. Quand quelqu'un arrive dans notre Digital Center, l'une des premières, il regarde, vous avez combien de pourcentage de femmes? Vous avez 30%, vous avez 20%, etc. Et nous-mêmes, on s'est mis cette conditionnalité. C'est-à-dire, on a dit, pour chaque cohorte, etc., il faut au moins un tiers de femmes, et on allait sur l'objectif de passer à 40%. Après, je le confirme, il y a encore du travail à faire. On a des cohortes où je parlais de 6000 candidatures, où des fois on a 10% de femmes en candidature. On a des cohortes aussi où ça va plus bas. Donc on est obligé d'aller chercher. C'est pour ça qu'on a fait des programmes comme Digital au féminin Tour dédiés vers les femmes. Quand on a des cohortes, on est obligé d'aller aussi vers les influenceuses, etc. Pour leur demander d'aller utiliser leur réseau Maïmouna pour aller chercher des femmes pour venir. C'est un travail qui a encore à faire, qui n'est pas naturel. Nous-mêmes, au sein du groupe Orange, on a développé des programmes parce qu'il en faut. Parce que ce n'est pas que de la technologie, parce qu'on a lancé même un programme pour plus de femmes dans les métiers techniques. Donc je ne parle même pas que de digital, mais nos métiers techniques, télécom, fibre, etc.
Et je pense que voilà, tout le monde en a conscience, mais il y a un boulot quand même encore à faire, à aller chercher. Bon, je te passe mon micro. Oh, ok. Alors, ok. Déjà, quand on parle des métiers du futur, bon, là, nous sommes là parce que nous avons déjà entamé une transformation. Donc, nous sommes déjà un pied dans ce futur. Donc, le futur, il est déjà là, en tout cas pour une bonne partie. Ainsi, mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a déjà des métiers qu'on voit, des métiers qui existent, que sont les community managers. Il y a quelques années, on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, on sait parce que tout le monde maîtrise Facebook. Il y a aussi les métiers même de l'information qui ont vraiment changé. Il y a la RTI est là. Dans le temps, lorsqu'on parlait de métiers de l'information, on imaginait un journaliste qui est soit posté à la radio, ou bien derrière un petit écran, ou bien quelqu'un qui écrit des articles, et puis on attend la nuit la presse à papier pour l'imprimer et diffuser cela plus tard. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, tous ces différents secteurs-là utilisent fortement les différents outils digitaux qui existent. Donc, nous allons vers la transformation de certains métiers qui existent, la création de nouveaux. Aussi, aujourd'hui, on parle un peu plus de marketing digital. Je suis sûr que mon voisin en sait vraiment quelque chose, qui est différent du community manager. Et il y a aussi la protection des données à caractère personnel. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui vient. Mais ça, c'est pour les éléments qui existent aujourd'hui pour pouvoir rentrer dans ce domaine. Mais il y a aussi tout un éventail de possibilités qui ne sont pas aujourd'hui explorées. Quand on pense à l'intelligence artificielle, parce que nous allons de plus en plus dans la gestion des données. Nous allons dans beaucoup de données et avant, on pouvait imaginer un petit ordinateur ou bien une personne qui regarde la liste de participants à un colloque et puis pouvoir faire quelques analyses. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible parce que la donnée est collectée partout, à tout moment. Les volumes sont tellement importants que nous sommes obligés de partir vers l'intelligence artificielle pour pouvoir gérer de manière rationnelle un ensemble de choses. Et là, ça ouvre des possibilités infinies parce qu'on n'a pas encore fini de tout explorer. Il y a aussi l'utilisation de la biométrie. Ceci rentre de plus en plus dans nos mœurs parce que sur nos différents téléphones, on utilise les empreintes digitales, ces différents éléments. Donc ça, c'est de plus en plus présent et ça va aller en s'accroissant. Et puis, nous avons parlé de la gestion des données, mais quand on parle de gestion des données, on pense à serveur, on pense à data center, on pense au cloud. Donc ça, c'est un ensemble ce sont des possibilités. Donc aujourd'hui, comme le prédécesseur l'a dit, on n'est pas forcément en position pour pouvoir définir les métiers de demain, mais au moins on peut montrer la direction dans laquelle il faudrait partir pour pouvoir prendre sa part demain. Et les jeunes peuvent vraiment s'orienter suivant ces différents axes pour demain représenter dignement le continent africain dans ce domaine. Merci. Merci infiniment à tous. Nous allons allègrement vers la fin de notre panel, on me fait signe. Mais je ne saurais vous laisser partir sans vous demander de donner quelques best practices à utiliser justement sur le digital. Jacques ? Moi, je veux bien donner le résultat d'une pratique et partager une petite expérience, c'est le privilège de l'âge. Je disais tout à l'heure que j'ai été membre de la haute autorité Hadopi. Il y a une loi en France, il y a même plein de lois qui essayent de protéger les droits sur Internet. Et au fond, cette loi, elle n'arrête pas d'être bafouée parce que les sites pirates, ils s'en fichent complètement des lois françaises. Et s'ils ont un problème, ils changent, etc. Alors, j'en avais un peu assez quand on était dans nos séances de délibération. Et j'ai suggéré qu'on aborde la chose par un autre bout, celui de ce qu'on appelle l'autodiscipline, l'autorégulation. J'ai proposé et j'ai obtenu qu'on fasse venir tous les annonceurs publicitaires français, les plus grands, tous ceux qui dépensent de l'argent à la télévision, mais aussi sur Internet, qu'on les a fait venir eux et leurs agences médias. Et on leur a dit, regardez, c'est vous qui financez cette atteinte, ce piratage, parce qu'en fait les sites, ils vivent de votre argent, c'est parce que vos publicités, vous ne regardez pas où elles vont, mais en fait, le gamin qui télécharge un film pirate, regardez ce qu'il y a autour. Le film pirate, parfois d'ailleurs c'est un film qui n'est même pas regardable, et vos publicités, elles sont autour. Et monsieur Renault, monsieur Le Sieur, monsieur n'importe quel grand annonceur, ils se retrouvaient affiliés à côté de sites
pirates qui proposaient souvent des horreurs. Et on leur a dit, écoutez, voilà, tous ces sites pirates, ils vivent avec votre argent. Si vous vous prenez pas en main et si vous décidez pas de savoir où va votre argent, et donc on les a convaincus qu'il fallait fondamentalement se prendre en responsabilité. Et donc sous l'égide générale de l'autorégulation, de l'autodiscipline, on a réussi à relativement assécher l'approvisionnement publicitaire de tous ces affreux pirates qui se baladaient entre Singapour, le Laos, etc. L'argent a fini par cesser d'arriver. Et aujourd'hui, la Fédération mondiale des annonceurs, la WFA, c'est presque son premier point, c'est une publicité responsable, notamment en particulier sur la publicité de nature numérique. Et donc c'est devenu aujourd'hui l'autorégulation et la vérification de où vont les choses, et c'est ma responsabilité à moi, et c'est pas celle de quelqu'un d'autre. C'est peut-être là l'un des secrets. Et ça vaut aussi pour le comportement individuel, naturellement. Ici, si on essaye d'arriver à convaincre aussi un petit jeune qu'en se cachant derrière des VPN, il se cache, mais finalement, il n'apporte rien du tout à la collectivité. Et donc essayer de faire comprendre un petit peu à tout le monde que c'est par la prise en compte individuelle de la responsabilité qu'on arrivera à une responsabilité collective qui sera efficace. Merci Jacques. Mohamed ? Alors peut-être deux points importants pour moi. Le premier point, c'est ce qu'on va mettre sur le net. Il faut qu'on fasse attention aux photos qu'on met sur Internet, aux informations qu'on partage, parce que l'expérience l'a montré, sur Internet, c'est très difficile d'effacer des traces, sauf si vraiment on se fait accompagner par des experts. Très souvent, on va retrouver des photos qu'on a publiées il y a 10, 15 ans. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc faites attention à ce que vous faites aujourd'hui sur Internet. Prenez le temps de lire, parce que très souvent, on accepte des conditions générales et on ne lit pas. Alors que derrière, quand je prends par exemple des applications dont je ne citerai pas le nom, on va être capable de retracer tout le parcours de la personne, les endroits où elle est allée, où est-ce qu'elle a passé ses vacances, quelle photo elle a publiée, avec qui est-ce qu'elle était. Donc ça, il faut faire très attention à toutes ces informations-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, aujourd'hui, on a une surexposition des enfants à l'écran. Ça, c'est un autre sujet. Vous m'avez demandé mon avis, j'en parle parce que je sais que c'est un sujet qui est d'actualité. Je pense qu'il y a un opérateur qui fait un événement là-dessus aujourd'hui. L'exposition des enfants aux écrans. Aujourd'hui, on a tendance à donner le téléphone à sa fille ou à son fils et à faire autre chose. On ne sait pas quel site il consulte, on ne sait pas ce qu'il va voir sur YouTube. Et malheureusement, il y a énormément de personnes mal intentionnées sur Internet. Donc faites très attention, encadrez au maximum les enfants. Très souvent, on parle d'un temps d'affichage aux écrans, 2 à 3 heures par exemple. Donc ça, c'est à chaud comme ça, c'est ce que je dirais en termes de conseils. Après, aujourd'hui, je pense que sur le continent africain et en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de sachants sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi sur des problématiques si vous avez besoin. Voilà, merci. Merci Mohamed. Aviv ? Bon, moi je vais aller rapidement, hein. Je pense que on a des revenus peut-être un peu sur des risques. Donc je vais parler d'opportunités, parce que pour moi c'est vraiment la clé. Et on a parlé d'opportunités, que ce soit sur le plan des entreprises, des structures ou pour les individus. Mais je pense que ce n'est pas des opportunités qui se saisissent toutes seules, etc. Il faut pour moi une vraie stratégie derrière. Vous parlez de best practice. Je pense que nous, la best practice qu'on a fait, en tout cas au niveau du groupe Orange, c'est de mettre en place une stratégie numérique avec une direction dédiée pour aller de manière planifiée pour dire comment on va tirer des opportunités business, comment on va améliorer notre expérience et nos parcours clients par le digital, comment on va changer les mentalités en interne pour utiliser les outils digitaux parce que ça ne fait pas tout seul, comment on va faire extérieur et comment le digital peut nous amener de là à là. Et je pense que c'est quelque chose à faire pour toutes les entreprises, à faire par les États. Vous parlez de stratégie numérique, moi j'ai eu l'opportunité par le passé d'être par exemple sur la stratégie numérique de certains États et ça change énormément la chose. Ce n'est pas naturellement comme ça qu'on se transforme. C'est pour ça qu'on parle souvent de transformation numérique. Et pour les individus également, pour les jeunes, c'est important. C'est un outil qu'on a à disposition, on ne réfléchit pas, on vient, on va sur le net, on regarde des contenus, etc. Mais derrière,
comment je peux utiliser ça à ma disposition pour faire plus. Je suis entrepreneur, ça me permet de communiquer gratuitement, ça me permet de toucher des clients, ça me permet de faire ceci, ça doit être au cœur de ma stratégie. Je suis jeune, je cherche un emploi. Comment je peux utiliser? Je ne mets pas n'importe quoi, je sais où je vais, sur LinkedIn, ailleurs, qu'est-ce que je fais? Et je pense que chacun autour de nous, on doit avoir notre propre petite stratégie de transfert digital pour dire comment je vais utiliser cet outil numérique-là pour atteindre mes objectifs, pour aller plus loin. Voilà. Merci infiniment, Avi. Maxence? Oui. Bien. Déjà, pour les best practices, on va aller sur deux volets. Je pense que quand on parle de données, de digital, il y a deux catégories de population. Enfin, il y a les entreprises d'une part, et puis il y a les individus d'une manière générale. Pour ce qui est des entreprises, aujourd'hui, les entreprises doivent faire le nécessaire pour pouvoir encadrer convenablement la collecte et la gestion de leurs données à caractère personnel, de leurs collaborateurs, leurs employés, qui sont aussi des personnes, et aussi de leurs différents clients. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et pour pouvoir faire cela, elles peuvent se faire accompagner. Elles doivent simplement se mettre dans une démarche de mise en conformité telle que ceci est encadré par la loi. Et de l'autre côté, il y a les individus. Pour les individus, c'est vrai que tout le monde l'a dit, mais il faut toujours le répéter. Il faut vraiment faire attention aux différentes données qu'on met sur Internet. Sur Internet et sur absolument tout. Vous communiquez les données. Vous communiquez des données à tout moment sans vous en rendre compte. Il faudrait faire attention, il faudrait pouvoir les filtrer. Donc ça, c'est votre responsabilité de faire attention. Mais maintenant, nous sommes dans un monde de malice. Il y a bien des personnes qui peuvent collecter vos données pour vous dire que c'est pour faire un travail X. Et puis le lendemain, vous voyez que tout le monde vous envoie des mails. Quelqu'un vous appelle, vous ne savez même pas c'est quoi pour vous parler de n'importe quoi. Ce sont des détournements de données. Vous avez la possibilité de vous plaindre. Aujourd'hui, la structure est là pour cela, la structure légale. Donc vous pouvez vous plaindre auprès de l'autorité. Vous pouvez vous plaindre également auprès d'un tribunal. Pour pouvoir indiquer que soit vos données ont été volées, soit elles n'ont pas été utilisées convenablement. Mais quand même faire attention, même quand vous voulez donner vos données vous-même, de manière volontaire, généralement, ils ont invoqué les conditions d'utilisation. Mais normalement, toute personne ou toute entreprise qui collecte vos données a l'obligation de vous indiquer ce qu'elle collecte, ce qu'elle va en faire, où est-ce qu'elle va les stocker et où est-ce que ça peut partir. Vous devez savoir cela. Si vous ne savez pas, dites-vous, attention, il pourrait se passer quelque chose qu'on ne va pas maîtriser demain. Donc, c'est vraiment cela la contribution. C'est beaucoup d'autoresponsabilité. Et puis, également, les entreprises doivent suivre le mouvement. Merci. Merci infiniment à nos différents panélistes. Est-ce qu'on peut les ovationner, s'il vous plaît? Je rappelle que nous étions en compagnie d'Abid Bamba, directeur de la transformation digitale et des médias, directeur de la fondation Orange chez Orange Côte d'Ivoire, M. Mohamed Touré, directeur général de Scorus, M. Jacques Bill de Africa Lab et M. Maxence Iriti, directeur de projet AS Consulting. Et notre panel avait pour thématique le digital et protéger demain. Moi, je vais simplement vous dire que le plus important dans la transformation numérique, ce n'est pas la technologie, mais la culture. Merci. Merci à vous, Méliane Cuny, d'avoir modéré avec maestria ce premier panel. Merci à nos 4 panélistes pour leur contribution importante à la transformation qualitative